Alors, les Étrusques, ils sont plus si mystérieux que ça, grâce à ce qu'on appelle l'étruscologie. Mais même s'ils sont moins énigmatiques que notre diapo de titre, ils continuent à éveiller notre curiosité, malgré tout. Et notre sympathie aussi, voilà. C'est pas seulement, c'est ça l'avantage des Étrusques, leur supériorité par rapport parfois à d'autres civilisations, c'est qu'ils nous sont sympathiques. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais parce qu'ils nous paraissent bons vivants, peut-être plus proches finalement. Et puis, mais on est quand même, on s'intéresse à eux surtout à travers leur mort. Pardon. Parce qu'en effet, les cités étrusques, toutes leurs villes, elles vont être recouvertes par les Romains, vous savez, mais ce qu'on a gardé de cette civilisation, ce sont les nécropoles. Et elles nous ont livré une image plutôt réjouissante de ce peuple dont l'élite avait quand même plus le sens de la fête que celui de la guerre. Donc rien que pour ça, ils nous sont très sympathiques. Et puis honnêtement, quand on s'intéresse à Rome, à la Rome antique, on ne peut pas négliger les Étrusques. Ils ont fortement, mais très fortement influencé les Romains avant d'être écrasés par ces mêmes Romains. Alors, ils ont été écrasés d'un point de vue militaire et politique en 264. Ça, c'est une date fixe avant notre ère. Mais malgré cette défaite militaire et politique, la civilisation étrusque va fasciner les Romains encore longtemps. Pas que nous, je veux dire, mais surtout les Romains. Ils l'écrasent, mais en fait, ils en prennent un peu quelques traits, et au moins jusqu'au IVe siècle après notre ère. Donc, militairement, ils n'existent plus, au IIIe avant, et 700 ans après, là, vraiment, ils vont tomber dans l'oubli pour 11 siècles. Alors, là, ce qu'on a appelé la naissance de... voilà, je vais dire aussi pourquoi on les aime, parce qu'ils ont ce sourire, ça c'est le Hermès de Véies, c'est donc une des villes de l'ancienne Étrurie. Bon, aujourd'hui, l'Étrurie, c'est à peu près la Toscane. Certains d'entre vous connaissent bien, puisqu'ils ont des liens de jumelage avec cette région qui est proche de nous. En plus, Toscane, Provence, il y a beaucoup de points communs déjà dans le paysage. Donc, l'étruscomanie, c'est le nom qu'on va donner à cette, comme on a parlé d'anticomanie, à cette passion pour l'étrusque qui va naître, elle, au XVIe siècle, grâce à deux grandes statues en bronze. La chimère qui a été trouvée en 1553, ils étaient en train d'élever les fortifications de la ville d'Arezzo. Elle sera restaurée par Cellini et au XIXe siècle avec des erreurs malgré tout, parce que là vous voyez vous avez le serpent qui mord la corne de la chèvre, mais en fait il devait menacer l'adversaire, ce serpent. Alors on pense que cette pièce en bronze devait appartenir à un ensemble avec le cheval Pégase et son cavalier Bellérophon. C'était tout un ensemble. Et sur la patte antérieure droite, on a retrouvé une inscription étrusque. C'est pour ça que c'est vraiment une œuvre étrusque qui s'appelle Thingsville, ça veut dire ex voto. Et elle date, cette pièce, du début du IVe siècle avant notre ère. Donc c'est un ex voto aristocratique, bien sûr. Donc cette pièce, la chimère, qui se trouve à Florence aujourd'hui, et l'autre en face qu'on appelle l'aringatore, une sorte d'orateur si vous voulez, qui elle a été trouvée toujours au XVIe siècle près du lac Trasimène. Et tout ça fait partie de l'Étrurie antique. Par contre, elle est plus récente, elle daterait du 1er siècle avant notre ère. Et c'est grâce à ces deux découvertes archéologiques que l'étruscomanie va naître et surtout elle va être un allié politique pour les Médicis, parce que ces grands-ducs de Toscane, Laurent le Magnifique et Côme Ier, ils vont tout de suite comprendre le parti idéologique qu'ils peuvent tirer de ces deux pièces. Et ils se présentent comme les descendants des rois étrusques. Et allez, le tour est joué. Donc c'est grâce à la politique des Médicis, à leur ambition, à leur mégalomanie et à l'archéologie que l'étruscomanie va se développer. D'ailleurs, au siècle suivant, donc on est au XVIIe, c'est Cosme II, il va, pour rehausser le prestige de la dynastie. Alors, les Médicis, là, ils avaient un peu un coup de mou, ils étaient en baisse dans les sondages, ils ne sont pas les seuls, et donc ils vont faire appel, alors, ces Italiens, parce que enfin, c'est Florentins, vont faire appel à un Écossais, qui s'appelle Thomas Tempster, qui était professeur de droit à Pise, et ils vont lui demander de lui donner un coup de main, et cet Écossais, il va nous rédiger un ouvrage en 7 volumes,
sur la civilisation des Étrusques, qui s'appelle le De Etruria Regali, et qui va être écrit entre 1616 et 1619. Donc là, on a des dates très précises. Le manuscrit ne sera imprimé que plus tard, au XVIIIe siècle, et c'est là que donc l'étruscomanie fait partie de cette archéologie du XVIIIe siècle. Donc vous voyez, tout est réglé grâce à l'Écossais. Alors la même fièvre va régner en Étrurie, où on va exploiter du coup systématiquement les nécropoles. Les tombeaux vont livrer des peintures, des bijoux, des vases. À Volterra, on va trouver une centaine d'urnes funéraires. C'est vraiment des grosses trouvailles, en grande quantité, ornées de reliefs. Alors du coup, on comprend pas quand même, on ne sait pas qui c'est, c'est étrange ce monde étrusque, le mystère de ses origines, de sa langue, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas trop où ils vont non plus, on sait en tout cas qu'ils ont été écrasés par les Romains, et ça entretient un mythe, vous voyez, le côté mystérieux, on aime ça finalement, c'est comme les labyrinthes, ça, voilà. Ça marche très bien, et du coup, en 1726, sera fondée à Cortone l'Académie étrusque, carrément, à laquelle vont adhérer tous les lettrés du temps. Alors, Winckelmann, que je ne vous présente plus parce que je vous l'ai déjà présenté dans le cadre de l'influence de l'antique sur l'art, Montesquieu, Voltaire, ils deviennent tous étruscomanes, et le président de l'Académie reçoit même un titre en étrusque qui se fait appeler le Lucumon, qui veut dire roi en étrusque. Et c'est en 1750 qu'un certain abbé Mario Guarnacci va fonder à Volterra un musée qui porte toujours son nom. Et c'est dans ce musée qu'on a cette œuvre quand même très particulière, qu'on appelle, bon je l'ai mis en français, ça vient de l'italien, l'Ombre della Sera. Elle est pas très, enfin elle fait 57 cm de haut, parce que c'est quand même impressionnant. Elle date du début du IIIe siècle avant notre ère. Elle pèse pas grand-chose, et c'est un ex-voto étrusque. Et le nom Ombre de Soir, c'est D'Annunzio, Gabriele D'Annunzio qui l'a trouvé. Donc, vous voyez, déjà, ces pièces sont quand même très mystérieuses de par leur forme. Alors, ce sont des sociétés savantes qui sont sérieuses. Elles veulent encourager, elles veulent garder le mythe, mais en même temps trouver des explications. Et même si on y défend des théories un peu fantaisistes. Alors, ce qu'on appelle les antiquaires toscans, ils sont très patriotes. Alors, eux, ils ont envie de dire que tout ce qui est en nom, tout ce qui est scientifique, ça c'est les Étrusques. En fait, l'idée, c'est de libérer la civilisation romaine de l'emprise des Grecs. C'est-à-dire, bon, les Grecs, finalement, c'est pas si important que ça. Les Étrusques sont beaucoup plus importants. Il y a un fan, là, un groupie des Étrusques, c'est Piranèse. Donc nous sommes au XVIIIe siècle, et il a été un des plus fervents partisans de cette thèse, comme quoi les Étrusques, les Romains étaient héritiers des Étrusques à 100%, les Grecs n'avaient rien à faire dans le coin. Piranèse va être opposé à Winckelmann. Winckelmann, c'est ce personnage, là, le pape de l'Antiquité, de l'amour de l'Antiquité, qui avait affirmé la primauté absolue de l'art et de la civilisation grecque. Pour lui, en dehors des Grecs, point de salut. Alors c'est marrant, c'est intéressant de voir ces batailles d'intello, là, les Étrusques d'un côté, les Grecs de l'autre. Et en 1789, nous on faisait la Révolution, mais on a un érudit florentin qui s'appelait Lanzi, qui est un abbé lui aussi, et il va mettre fin à ces théories qu'il considère comme erronées, et c'est le premier à faire un essai sérieux sur la langue et sur la civilisation étrusque. Et c'est grâce à cet abbé Lanzi que les études vont permettre de s'affranchir d'idées fausses. On va sortir un peu de la fantaisie. On avait prétendu que l'étrusque était parent de l'hébreu. Vous voyez, ce côté un peu mystérieux. Voilà. On va combattre les adeptes on appelait ça l'étrusqueria, et on va essayer, grâce à Lanzi, de remettre à leur juste place les relations entre les Grecs et les Étrusques. Et il a fallu démontrer en fait que les vases peints qu'on a trouvés à profusion dans les tombeaux étrusques, ces vases n'étaient pas étrusques mais grecs. Donc au XVIIIe siècle, l'étruscomanie s'en va et laisse place à l'étruscologie moderne, et elle était née.
grâce entre autres à un pape. Alors lui c'est Pie II, il a été peint par David. Et pourquoi le pape? Qu'est-ce qu'il vient faire le pape là-dedans? Eh bien c'est que des villes comme Caere, Tarquinia, Vulci, qui sont des villes importantes des Étrusques, se trouvaient dans les États pontificaux. Et c'est pour ça qu'au Vatican, en 1836, ils vont créer le musée grégorien étrusque. Vous savez qu'il est très très riche, hein. On avance dans le temps, nous avons un autre personnage qui est plus proche de nous, qui s'appelle Lucien Bonaparte, qui est prince de Canino, et lui, il va faire des fouilles sur son territoire, il va trouver 2000 vases sur 2 hectares. Hein, ça fait quand même un nombre important, en moins d'un an, hein, dans son domaine près de Vulci. Et Stendhal pourra même dire que les caves peintes de Tarquinia, toutes ces villes qu'on va retrouver, c'est un peu le Père Lachaise, hein. En image, vous avez par exemple cette tombe des léopards, hein, qui a été donc retrouvée au XVIIIe siècle, XIXe siècle plutôt. Et ces tombes, les couleurs étaient quand même un petit peu abîmées, hein, mais il y a 4 archéologues. Alors Gerhard, Panofka, Stackelberg, Kessner, dans l'archéologie, ce sont des gens très sérieux. Ils vont fonder la Société des Hyperboréens. Et ils vont faire reproduire les fresques sur des calques. Et souvent, c'est les seuls témoignages qui nous restent, hein. Donc là, ça nous donne déjà une idée. Je rappelle que c'est quand même des scènes funéraires. Donc on voit bien que pour conjurer la mort, on boit, on chante, on danse et on mange, hein, en bonne compagnie. On a trouvé aussi au XIXe siècle l'essor scientifique va être de plus en plus poussé, hein, et même certains vont soutenir la thèse que les Étrusques, finalement, puisqu'on ne sait pas d'où ils viennent, ils étaient sur place. C'était une origine autochtone. C'est les Allemands qui vont bosser. Enfin, ça, on le sait, hein, c'est les travailleurs. En 1841, j'écris gros travail des Allemands, c'est quasiment un pléonasme. En 1841, ils vont nous faire le premier corpus des miroirs. Et voilà ce fameux miroir de Vulci, qui date du 5e siècle avant notre ère, qui est exposé au Vatican, au musée qu'on a cité, et qui nous représente un devin en train d'observer le foie d'un animal. Alors il est très célèbre, hein, il représente un vieil aruspice, hein, c'est le nom qu'on donne à ces gens en train d'examiner le foie d'un animal. Pourquoi? Pour en tirer des augures, donc des informations, et il y a une inscription en étrusque qui dit qu'il s'appelle Calchas. Donc on voit que Calchas, il existe, hein, dans la littérature grecque, c'est un devin, hein, mais il est représenté ici selon l'iconographie étrusque, il a des ailes. Voilà, c'est un peu la différence avec la représentation hellénique, si vous voulez, et ça souligne clairement sa fonction d'intermédiaire, hein, entre la réalité de la terre et la transcendance. Et vous pouvez noter qu'il a le pied posé sur un rocher. Ça, c'est indispensable, hein. C'est une action fondamentale dans le processus divinatoire des Étrusques, hein, parce qu'il faut que, par ce geste, il prend contact avec la Terre, qui est le siège de la sphère naturelle et du monde inférieur. Donc là, il est dans la bonne position, tout va bien. Alors, un autre foie célèbre, c'est celui de Plaisance, Piacenza aujourd'hui en Italie. Alors là, c'est le plus spectaculaire, hein, et ça nous a bien renseigné. Alors, l'aruspicine, c'est le nom qu'on donne à la science de l'examen du foie des victimes sacrifiées. Cet organe, il est censé reproduire en microcosme tout l'univers, hein, il a été mis au jour en 1878, c'est donc en bronze, et on pense que c'est un modèle qui était utilisé pour la formation des jeunes aruspices, travail d'école. Alors il y a de nombreuses cases, hein, j'ai rien compris, hein, mais moi je suis pas une aruspice, hein. De nombreuses cases y sont gravées, toutes elles sont marquées au nom d'une divinité qu'il va s'agir d'apaiser après la découverte de tels signes qui la concernent. Donc c'était une très belle découverte pour les gens qui s'intéressent à la science des Étrusques, en particulier l'étude des foies. En 1981, donc c'est assez récent, on aura un nouveau corpus des miroirs. Et donc on continue quand même à étudier la question. En 1927 est créée la revue annuelle des études étrusques, donc tout à fait sérieuse. Et depuis, l'étruscologie est une science autonome, parce qu'au départ, c'est ceux qui s'intéressaient à l'Antiquité grecque, à l'Antiquité romaine, mais là, maintenant, elle est un peu autonome. Sauf au Louvre. Vous savez, au Louvre, dans leur
collection, on marque les antiquités étrusques, non, grecques, étrusques et romaines. Ils les ont gardées ensemble. Hein. Et le pape de l'étruscologie, parce qu'on a toujours des papes, hein, mais même si c'est un laïc, en Italie, c'est un certain Massimo Pallottino, mais en France, on en a un aussi, qui s'appelle Jacques Urgon. Donc, si vous voulez en savoir plus, hein, de façon très profonde sur les Étrusques, c'est lui que vous devez aller lire. Alors on va voir un petit peu les aperçus de cette culture étrusque. D'abord la question des origines. D'après Denis d'Halicarnasse, donc les anciens, c'est un très vieux peuple qui ne ressemblait à aucun autre, ni par la langue, ni par les mœurs. Donc vous voyez déjà, ils paraissent mystérieux, énigmatiques aux anciens. Hérodote, notre historien préféré, nous dit « Les Lydiens, bannis par le sort, descendirent à Smyrne, c'était Izmir aujourd'hui. Ils se firent des vaisseaux qu'ils chargèrent de tous leurs biens et partirent à la recherche d'une terre qui pût les nourrir. Ils longèrent bien des rivages jusqu'au jour où ils arrivèrent en Ombrie, où ils fondèrent des villes et où ils demeurent encore aujourd'hui. Mais ils quittèrent leur nom de Lydiens pour prendre celui du fils de leur roi, qui était à leur tête, et ils prirent le nom de Tyréniens. Strabon estimait lui aussi que les Tyréniens étaient des Pélages. Alors, vous voyez, là, les Pélages, c'est le nom qu'on donne au peuple primitif qui peuplait la Grèce avant l'arrivée des Achéens. Et ces Tyréniens, dont Pélages, auraient aussi peuplé les îles de Lemnos, d'Imbros. Tout ça, c'est proche de l'Asie mineure. Hein. De toute façon, là, on voit bien qu'il y a, pour ces anciens, l'origine est orientale. Hein. Tite-Live, lui, nous dit qu'il y avait des colonies étrusques qui étaient dispersées du Pô jusqu'aux Alpes et leur attribue une parenté avec les Rhètes. Je pense que j'ai peut-être... Non, c'est pas ça. Avec les Rhètes c'est plus près de l'Autriche déjà, hein, donc on est plus au nord. Et selon la tradition étrusque, l'autochtone ne faisait pas de doute. Donc, d'après la tradition étrusque, il y avait un vieillard qui s'appelait Tagès. Il a apparu dans un sillon qui était labouré par un paysan de la ville de Tarquinia. Et c'est ce Tagès qui aurait dicté le code de la religion étrusque, Etrusca Disciplina. Bon, on voit quand même que les anciens ne savent pas trop, hein, Orient, local, etc. Et les contemporains, alors... Les scientifiques ont observé qu'il y avait une continuité d'occupation sans rupture entre les villages qu'on appelle villanoviens et les sites étrusques. Ça veut dire en Étrurie, aussi bien que dans la plaine du Pô et jusqu'au sud de Salerne. Alors, ce qu'on appelle la culture villanovienne, c'est une ville près de Bologne. Hein. C'est un site qui se serait développé au XIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est une culture qui correspond à une population plutôt agricole, sédentaire et déjà hiérarchisée. Et ces villanoviens, donc XIIe siècle avant notre ère, ils habitaient des cabanes ovales ou de longues maisons rectangulaires construites soit en bois, soit en argile. Mais leur village se dressait toujours sur des petites collines, toujours à peu de distance du rivage ou alors au-dessus des marais. Ça, c'est un peu le trait commun. Et dès le début de l'âge de fer, c'est-à-dire au Xe siècle avant notre ère, hein, ce peuplement est particulièrement dense. Et ces zones d'habitat s'accompagnent toujours de vastes nécropoles, avec en particulier ces urnes qu'on a découvertes. Ailleurs aussi en Europe, d'ailleurs, et vous voyez, c'est des urnes, les morts sont enterrés, enfin leurs cendres sont enterrées comme dans des maisons, hein, ça représente un peu des maisons, ça. Donc c'est cette culture de Villanova, donc la région de Bologne. On a conservé, on a trouvé des vases biconiques, hein, comme on a sur à droite. On a également, elles étaient parfois recouvertes, ces urnes de casques de métal, ou d'une imitation en terre cuite, ou d'une écuelle retournée. Alors ils ont pensé, nos scientifiques actuels, qu'il fallait peut-être y voir l'évocation de la fonction du défunt. Si c'était un casque, c'était un guerrier, si c'était une écuelle, c'était peut-être une fonction domestique. Alors du coup, peut-être que ça indiquait le sexe aussi. Naturellement, l'écuelle, c'est pour la dame. Hein. Alors, ces urnes étaient parfois accompagnées d'un mobilier funéraire, avec des objets comme des épingles, des fibules, des objets tout à fait usuels. Hein. Et au début du 8e siècle, ces objets, donc, on a trouvé dans ces énormes nécropoles villanoviennes, et sont de plus en plus nombreux. Les objets métalliques, et même parfois les urnes ne sont plus en terre ou en argile, mais en bronze. Et c'est un signe d'enrichissement, et aussi également, on va dire, d'une différenciation sociale.
Et puis on a également retrouvé donc ces fameux portraits funéraires. Hein. Donc ça c'est le vase Canope de Chiusi. Ça date c'est entre 630 et 550, hein, tout ça. Donc le vase c'est le corps bien sûr et le couvercle c'est la tête et on rajoute les bras. Ils sont vêtus de tissu, parés de bijoux. On les appelle canopes, mais c'est une erreur quand même, hein, ça n'a rien à voir, mais parce qu'il y a une très vague, très lointaine ressemblance avec les vases canopes égyptiens qui recueillaient hein, les viscères des momies. Hein. Donc voilà, c'est d'où ce nom officiel aujourd'hui, vase canope de Chiusi. Alors, on peut en revenir un petit peu à notre hépatoscopie, là, puisque c'est ça la ruspine. Hépatoscopie, c'est le nom que nous, on dirait aujourd'hui, et on l'a aussi trouvé aussi en Mésopotamie. Hein, ce qui fait que c'est un des arguments pour étayer la thèse de l'origine orientale des Étrusques. Mais voilà, aujourd'hui, on trouve que tout ça, c'est bien vain. C'est pour ça qu'on ne va pas continuer là-dessus. Hein, c'est vain. Voilà, c'est inutile de chercher une explication unique à l'élaboration d'une culture donnée. Je crois qu'il faut rester un peu simple. Toutes les civilisations, et la civilisation étrusque, elle n'a pas échappé, elle est née de la rencontre entre ce qu'on va dire un substrat local, autochtone, la culture villanovienne, et des apports, bien sûr, minoritaires, mais quand même fondateur. Donc c'est un métissage, on ne le dira jamais assez, hein, c'est dans le métissage qu'on réussit le mieux. Alors dans le domaine militaire, c'est au contact des autres peuples, hein, notamment ça, les Grecs, que les Étrusques vont améliorer leur technique. En fait, là-dessus, ils vont totalement copier l'armement et les manœuvres des hoplites, mais du coup, ça va lui assurer une certaine hégémonie sur les peuples italiotes. Parce que ces Étrusques aujourd'hui, c'est pas une race si vous voulez, mais c'est quand même une sorte d'ethnie, au sens un peu grec du terme. Et les Latins, eux, les appelaient par leur nom étrusques, c'est-à-dire ils leur donnaient le même nom que se donnaient eux-mêmes les Étrusques. On a encore quelques images comme ça de Vulci, vous voyez ces têtes qui sont quand même fantastiques. Ça, c'est pas facile à photographier, hein. C'est mon compagnon qui fait les photos, mais croyez-moi, il a galéré pour pouvoir faire des photos dans ces musées, que je vous conseille évidemment d'aller voir. Hein, ces petits musées de petites villes, ils sont formidables, très très riches, pas uniquement à Florence. Et toujours le sourire, hein, le sourire étrusque. Voilà. Alors, un peu de géographie, voilà la carte. Donc, on voit bien que c'est cette civilisation, peu importe d'où elle vient, mais elle va être donc l'héritière de Villanova, que vous voyez sur la carte, mais j'ai pas de souris, donc vous la voyez à peu près, hein, au-dessus de Bologne. C'est l'Étrurie, hein, au sens assez large, hein, quand même. Hein, c'est une civilisation qui va connaître son apogée au 7e et au 6e siècle avant notre ère. Ça, c'est peut-être les siècles d'or des Étrusques, dans une Italie qu'on qualifiera de centrale et qui est délimitée au nord par le fleuve Arno, et au sud par le Tibre, et à l'ouest par la mer Tyrrhénienne qui veut dire étrusque en grec. Hein, c'est la même chose. Les Étrusques n'ont pas seulement occupé cette région, hein, ils sont allés un peu plus au nord, vers le Pô, vers Felsina, hein, donc, et ils ont également étendu, on le voit sur la carte, donc vous avez le nœud étrusque hein, et cette expansion qui va au sud jusqu'à Capoue, la ville de tous les délices. Même Rome, hein, voilà, ça parfois on l'oublie, mais Rome a été une ville étrusque, ou alors, n'exagérons pas, étrusquisée, pour faire plaisir aux latins. Pur et dur, elle avait un quartier qu'on appelle le Vicus Tuscus et elle a vu défiler, on l'oublie des fois, mais sur son trône de 615 à 509 avant notre ère, une dynastie étrusque. Parce que les fameux Tarquins, là, l'ancien, le superbe, ils sont, comme leur nom l'indique, hein, des Étrusques, qui viennent de Tarquinia. Et les historiens latins, entre Tarquin l'Ancien et Tarquin le Superbe, ils ont inséré le règne de Servius Tullius, qui lui venait de Vulci, et qui est connu pour avoir organisé la société romaine. Mais Servius Tullius, c'est son nom romain. En grec, en étrusque, il s'appelait Maxtarna. Et on a retrouvé des fresques de Vulci qui sont datées du IVe siècle avant notre ère, qui conservent un petit peu le souvenir de ce héros et de ce compagnon. Alors voilà, scène de bataille hein, qui représente Maxtarna, plus connu sous le nom de Servius Tullius. Bon, si vous voulez faire de l'étruscologie, hein, vous direz Maxtarna. Alors il a fondé toutes les institutions démocratiques de la Rome républicaine. On a trouvé en 1857 une tombe qu'on appelle la tombe François.
C'est une tombe familiale étrusque. Elle a été trouvée par un archéologue florentin qui s'appelait Alessandro François et par un historien français, Adolphe Noël Desvergers. Tous ces deux avaient été envoyés par Marie-Alexandrine Bonaparte, vous voyez, hein, femme de Bonaparte, pour des fouilles, puisque c'était leur domaine. Et ces fresques, elles ont été pour la plupart détachées et transférées. Aujourd'hui, elles sont dans la collection Torlonia à la Villa Albani, qui n'est pas ouverte régulièrement, ça je le sais, à Rome. Alors ils ont fait des répliques à l'échelle 1 et par un certain Carlo Ruspi pour remplacer les originaux dans leur site. Donc vous avez 3 héros vulciens, c'est Max Tarna et ses frères, les frères Vibena, et qui vont, c'est un épisode glorieux si vous voulez, ils se sont battus, ils ont gagné, alors que le Max Tarna, aujourd'hui on sait par l'histoire que c'était un condottiere de Vulci avec ses frères, même époque, mais ça n'avait rien à voir. Donc voilà un peu ces images de c'est ça, hein, la tombe François, hein, donc avec revue, hein, et repeinte au XIXe siècle. Et puis là, une autre un peu plus visible qui nous présente un personnage dont on connaît le nom. Il s'appelle Velsatis. Alors c'est certainement un chef étrusque important et il est avec son fils qui mange un peu trop de sucreries. Hein. Alors regardez comme il lève son regard vers le ciel, hein, le papa. L'enfant s'apprête à lancer un oiseau. Ça veut dire qu'il va prendre les auspices. Hein. C'est de là que vient l'expression, c'est-à-dire que le gamin va interpréter la volonté des dieux à travers le vol de l'oiseau qui va être lâché. On sait que cet art de la divination, qu'on va retrouver, que les Romains vont adopter bien sûr, était réservé à la classe dominante. Hein. Et ça, on en a la preuve. Grâce à la toge qui est brodée de motifs quand même très figurés. Hein. C'est le même genre de toge que revêtira plus tard le triomphateur romain. Et la plupart des insignes étrusques de la souveraineté seront repris à Rome et deviendront l'apanage des magistrats républicains, comme les faisceaux, les chaises curules. Tout ça, ça vient des Étrusques. Mais revenons au territoire. Donc le territoire étrusque, c'est d'abord un espace culturel, parce qu'il n'y a pas d'État étrusque. Voilà, ça, il faut bien être clair. Hein. C'est un territoire où on parle la langue étrusque, et il englobe des régions où la domination étrusque, parfois, n'a été que temporaire. Hein. Donc là, je vous ai coupé la carte en deux, donc volontairement, hein, carte du nord, carte du sud. On voit qu'au nord, les cités sont installées sur des petites collines. Le plus bel exemple, c'est encore visible, c'est Pérouse. Hein. Perugia, c'est une ville étrusque. On voit l'importance des fleuves. Alors qu'au sud, les terrains sont volcaniques avec des plateaux de tuf et les villes étaient installées sur des promontoires comme Tarquinia, Caere ou Veies. Donc il y a une différence d'installation. Dans le sud, l'importance des fleuves comme le Tibre, hein, et en même temps ça donne des plaines prospères, tout ça. Et puis les lacs, de nombreux lacs d'origine volcanique, hein, autour desquels gravitent ces principales métropoles. Donc vous avez le lac Trasimène. Hein. Pour nous, Trasimène, c'est plutôt des batailles contre les Carthaginois, hein, mais c'était des hauts lieux étrusques entre Cortone, Chiusi, Pérouse, le lac Bolsena, entre Volsini et Vulci. On a aussi le lac Vico. C'est très joli. Hein. Moi, je les ai visités en dehors des sites. Si vous voulez, vous pouvez y aller. On peut se baigner. C'est frais. Enfin, on y était, période de canicule, je me souviens. Enfin, ça, on a pris l'habitude. Bracciano aussi, au nord de Cerveteri et de Veies. Et vous voyez bien que Cerveteri, Veies, c'est vraiment pas loin de Rome, hein, tout ça. On a donc 2 ports naturels qui se trouvent pas loin de l'île d'Elbe, qu'on appelle Populonia et Talamone. Et pourquoi les Étrusques étaient installés ici? Pour le fer. L'île d'Elbe était très riche en fer. Et Populonia, et c'est la seule ville étrusque qui est installée directement sur la mer. Les autres étaient toujours, hein, vous avez compris, en hauteur, mais à proximité quand même. Donc on va dire que voilà, ça c'est un tumulus, hein, de Populonia. L'Étrurie, c'est plutôt qu'un État, c'est une confédération de cités, 12 cités.
chacune une ville et son territoire, donc on peut parler de duodécapole, 12. Établir la liste précise, c'est pas du tout facile parce que cette liste a dû varier au cours des temps, au cours des siècles. Il y avait des villes qui montaient en puissance, d'autres qui déclinaient. Par exemple, au 7e et 6e siècle, les siècles d'or, les villes c'est Véies, Caire, Tarquinia, Volsini, aujourd'hui c'est Orvieto, Chiusi, Velutonia, Volterra, Pérouse, Cordone, Arezzo et Fiesole. Donc toutes ces villes qui existent toujours devaient bien figurer dans cette dodécapole. Une confédération avec des objectifs politiques relativement flous. La preuve, c'est que ils ont été écrasés. Mais quand je dis écrasés, c'est un euphémisme. Ce qu'on appelle le rouleau compresseur romain aura. Donc s'ils avaient été un peu plus unis, peut-être qu'ils auraient pu résister un peu plus. Mais enfin, voilà, c'est leur incapacité à s'unir qui va mettre fin à l'indépendance de l'Étrurie, précisément en 265 avant notre ère. Mais à la limite, c'est pas ça qu'il est. Leur unité, elle n'est pas là. Si elle n'est pas politique, elle est dans les cérémonies religieuses. Et ces Étrusques avaient des festivals qui accompagnaient cette unité culturelle. Et on sait qu'il y avait un sanctuaire pan-étrusque dédié à un certain Tinia, qui en fait est Jupiter, et qui était situé près d'Orvieto. Chaque année, un peu comme à Delphes, si vous voulez, il y avait des grands rassemblements du peuple étrusque qui se situaient près de cette ville d'Orvieto. Alors, on sait que les morts vont s'enrichir, bien sûr, grâce aux échanges de la période orientalisante, parce que on va, à la fin de cette période qu'on a parlé orientalisante, c'est-à-dire fin 8e, va apparaître les tombes des princiers. Les objets vont venir d'Orient, ou alors ils sont fabriqués sur place par des artisans immigrés en Étrurie, ou encore imités par des artistes locaux. À la fin du 8e, le rite funéraire va évoluer et on va passer de l'incinération à l'inhumation. Et ça, c'est un fait culturel et pas ethnique. Et à Caire, par exemple, il y a des énormes tumuli, mais là aussi, ils ont une fonction de protection pour la tombe. Ils sont soit excavés, soit creusés. Mais surtout, le tumulus, il a une fonction ostentatoire. On en a trouvé comme, donc c'est celui-là, 50 cm de diamètre, c'est quand même 50 mètres de diamètre, c'est quand même pas rien. C'était pas fait discrètement, si vous voulez. Donc c'était des tombes de l'aristocratie qui, à travers leurs tombes, montraient leur richesse. Et par contre, pour les princes, c'est un peu plus modeste. Alors on a les bijoux, ce que j'ai appelé les bijoux de famille, parce que cet art étrusque, il est quand même sous une grande influence, mais malgré tout, ils ont des techniques encore inégalées, en particulier en orfèvrerie et bouquero. Donc vous avez à gauche un pendentif qui vient de Chiusi. Ça représente la tête d'Achelos. Achelos, c'est le lieu du fleuve. C'est un petit fleuve à 217 km dans le nord-ouest de la Grèce, et c'est un magnifique travail en filigrane. Il date du 5e siècle avant notre ère, et à côté c'est une plaque de boucle d'oreille à des cordes de rosette avec des globules. C'est vraiment là aussi un chef-d'œuvre du 5e siècle de notre ère qui se trouve au British Museum, alors que le pendentif il est au Louvre, sauf erreur de ma part. Et puis là, dans l'art étrusque, on a des fibules aussi, comme celle-ci, qui vient de Préneste. Elle est du 7e siècle avant notre ère. En plus, il y a une inscription en étrusque, en langue étrusque. Mais nous, on les connaît aussi, surtout par leur vase, ce qu'on appelle les bouqueries au pluriel. Donc, c'est une céramique noire qui apparaît au 7e siècle avant notre ère. Ça va être exporté, c'est pour ça qu'on les connaît, vers le Carthage, vers la Sicile, vers le Latium. C'est à parois fines, à décor géométrique légèrement incisé. C'est très fin. Et c'est le mode de cuisson qui est un peu particulier, qui va lui donner cette couleur plutôt brune. Le but, c'était d'imiter le métal noirci. Et l'argile était noircie dans la masse par fumigation au cours d'une cuisson en réduction complète. Donc ça, on en a trouvé beaucoup. Les décorations gravées sont souvent géométriques. Et parfois, alors par contre, on a des têtes, comme là avec notre taureau. Ça, c'est plutôt des tendances de l'Orient. Ils ont été produits dans des lieux extrêmement précis. Les centres, c'est Cerveteri, Tarquinia et Chiusi. Et ça n'a pas duré longtemps. Le bouquero, au 5e siècle, il va disparaître et il va être remplacé par des vases peints qui sont imités de l'Attique, donc des Grecs.
Donc là, c'est vraiment 7e, 5e, les Bouqueries. L'apogée de l'Étrurie, on va dire que c'est au VIe siècle, avec aussi l'émergence d'une classe moyenne. Et pourquoi? Parce que c'est l'économie qui est particulièrement développée avec les échanges autour de la Méditerranée. L'archéologie va refléter ce genre de changement. Par exemple, à Caïré, les tombes étaient quadrangulaires sur des rues, comme dans une ville, et après, elles vont devenir rondes. Ça, c'est une image un peu trouble, mais c'est pas évident de vous montrer Cerveteri. Écoutez, vous irez voir. Cerveteri, c'est à 40 km de Rome. Il y a des vols pas chers sur Rome. En plus, c'est au bord de la mer. Vous pouvez vous balader. Il y avait été peut-être le mois d'août, bien sûr. Et donc, on peut faire la visite le matin et se baigner l'après-midi. Et je vous dis pas de faire l'aller-retour dans la journée, mais enfin, c'est pas impossible non plus. Alors, cette économie prospère, elle nous vient d'une fertilité agricole, bien sûr. Quand Rome était menacée de famine, c'est souvent l'Étrurie qui la nourrissait. Et puis le vin. Ah, le vin. Le vin, il était exporté vers le sud de la Gaule, donc chez nous, par navire entier. Et du coup, les Étrusques, en faisant de l'agriculture, ils ont mis en valeur le territoire avec des superbes travaux d'irrigation. Ils avaient pas mal de forêts, donc ils avaient des arbres pour faire des bateaux et pour exploiter les mines. Et puis on avait du fer, comme je vous ai dit, un petit peu partout. L'île d'Elbe, donc on peut parler d'une Étrurie du fer. Mais dès la fin du 8e siècle, cette aristocratie, donc grâce à ces échanges, va s'enrichir et elle va nous faire des tombes de plus en plus énormes. Et on a même trouvé dans ces tombes des objets d'origine ourartéenne. L'Ourartu, c'est l'Arménie, à peu près pour vous dire quand même que ça venait d'assez loin. Donc on sait que le commerce oriental était dominé au 8e siècle par les Phéniciens, mais on sait aussi que finalement il y avait les Grecs et il y avait beaucoup de monde. Ça, c'est pour vous dire que le commerce international était particulièrement florissant. Les Grecs et les Phéniciens venaient chercher en Étrurie le fer qu'ils échangeaient contre de la céramique ou de l'orfèvrerie. Au VIe siècle, on va voir apparaître une production étrusco-corinthienne qui vient de l'installation en Étrurie d'artisans grecs, qui vont donc transmettre la technique artisanale, en particulier dans la céramique, et c'est là qu'on va perdre les Bouqueros. Donc les Étrusques vont exporter vers la Gaule des quantités de vin, et ça on le sait grâce aux découvertes de navires et de milliers, j'exagère pas, d'amphores étrusques qui ont été trouvés à Saint-Blaise, c'est pas très loin d'ici, sur l'oppidum de Saint-Blaise et sur le site de Lacte dans le Languedoc. Donc on sait qu'il y avait un très très gros trafic. Outre le vin, les Étrusques exportaient de la vaisselle. Les peuples, ils leur exportaient des choses assez basiques, en tôle de bronze. C'est pas quand même fantastique ça, mais c'était apprécié chez les Gaulois, qui avaient peut-être moins d'objets précieux, en tout cas à ce moment-là, et donc on a trouvé dans des tombes de princes celtes des objets étrusques que nous on trouverait basiques, mais que les princes celtes appréciaient. Et alors de Gaulle, les Étrusques, ils rapportaient quoi? Des fourrures et de l'étain, qui lui après et c'est pour ça qu'on a trouvé dans les tombes de Carthage, et donc il y avait cet échange international. Donc le problème, c'est que c'est fragile quand tout est lié comme ça. Le vin étrusque était vendu en Gaule contre de l'étain et des fourrures. Cet étain et ces fourrures, elles étaient échangées en Grande Grèce contre des objets venus d'Attique qui lui-même avait été échangé contre des céréales. Donc vous voyez, on va du vin aux céréales en passant par la fourrure, l'étain et les céramiques. Bon, on est vraiment dans le commerce international. Et cette interdépendance, parce que tout était lié, est source de fragilité. Il suffisait qu'il y ait juste un maillon qui lâche et toutes les connexions, comme on dirait aujourd'hui, se défont en aval. Ce qui explique que la fameuse défaite de Cumes en 474, c'est une défaite des Étrusques, elle pourrait expliquer l'écroulement du commerce sur la côte tyrrhénienne et la diminution des importations des productions grecques, qu'on va constater juste après. Donc c'est vraiment dans la foulée, nous avons cette bataille, une défaite militaire qui entraîne une défaite commerciale. Nous savons que, on va le voir surtout la prochaine fois, là c'est une représentation d'un vase de Dionysos qui avait été enlevé par les pirates, mais on sait que tout navire marchand est également apte au combat et que parfois commerce et piraterie faisaient bon ménage.
Voilà, ça c'est un petit peu pour vous parler du commerce international des Étrusques. Ensuite, on a le problème de la langue. Vers 700 avant Jésus-Christ, ils vont se mettre à écrire pour des raisons commerciales, évidemment. On l'a toujours dit, s'il n'y avait pas eu le commerce, on n'aurait pas inventé l'écriture. Et ils vont emprunter l'alphabet grec. Donc là, vous avez ce tableau qui voit comment on a évolué du grec ancien au grec classique, l'étrusque et le latin, pour transcrire leur propre langue. Alors nous savons que les Étrusques ont beaucoup écrit. Mais on ne peut pas parler de leur littérature parce qu'elle a entièrement disparu. On sait qu'elle était très fournie par les sources antiques. On sait qu'ils ont écrit des tragédies, mais surtout des textes historiques. Et ça, on le sait grâce à notre ami Claude, ce fameux empereur que j'aime bien, de 41-59, pour les dates. Donc ça, c'est un tableau du 19e siècle de Sinibaldi, où on voit Claude qui a amené Manu Militari prendre le pouvoir. Il était planqué derrière le rideau, vous savez, il n'avait pas du tout envie d'être empereur, mais là, ils l'ont mis de force. Et on l'appelle souvent l'idiot de la famille, mais il est loin d'être idiot, ça je vous l'ai souvent dit. Mais voilà, ce qu'on oublie parfois, c'est que notre Claude, dans un discours qui a été conservé dans le bronze, à Lyon, c'est les fameuses tables claudiennes, il appuie sa politique d'ouverture vers les provinciaux. C'est important ça, Claude, pour ça. C'est pour ça qu'il a notre sympathie. Et il va citer des historiens étrusques. Et il va les appeler Octores Tusci, donc ça, en latin, et il va les opposer aux auteurs latins. Alors comment il sait ça, lui? De quoi il se mêle tout d'un coup? Lui, à nous parler des Étrusques alors qu'on est au 1er siècle de notre ère, c'est fini, les Étrusques depuis belle lurette. Eh bien, c'est l'amour. Ah, l'amour. Il a cédé, vous savez, au charme de Messaline et d'Agrippine. Ça n'a pas trop réussi. Mais avant, il a été marié 3 fois. Il avait épousé une descendante des grandes familles étrusques. Et grâce à elle, sur l'oreiller, il avait bénéficié des archives de la famille qui lui a permis de devenir un des tout premiers étruscologues de l'histoire. Et son épouse s'appelait Urgulania. Donc j'ai retrouvé son nom, donc c'est un nom étrusque. Donc, si on se fonde lorsqu'on affirme que les Étrusques ont beaucoup écrit sur ce que nous possédons, et alors on n'a pas grand-chose quand même, puisque on n'a pas de la littérature proprement dite, mais on a trouvé des inscriptions, beaucoup d'inscriptions, sur des supports en pierre, en bronze, en terre cuite, mais surtout en or ou en toile de lin. On a retrouvé 11 000 inscriptions étrusques, c'est pour ça qu'on peut dire qu'ils ont beaucoup écrit, qui se lisent en général de droite à gauche. Donc du coup, on appelle ça sinistro-verse. Et la plupart du temps, c'est des textes très courts, mais c'est quand même un chiffre considérable et très impressionnant. Parce que si on les compare aux inscriptions qu'on a retrouvées à la même époque avec les autres peuples, on en a beaucoup moins. Les Sabins, les Ombriens, les Osques, les Falisques, tout ça, c'est des gens qui étaient contemporains, qui vivaient dans l'Italie du 1er millénaire. Même si on regarde Rome et ses latins, on a vraiment des chiffres très, très plus bas. Alors, on a retrouvé 11 000 inscriptions, alors que pour les autres, on n'en a que 3 000. Vous voyez, pour vous dire qu'il y a quand même une grande, grande différence. Alors, on sait que l'étrusque n'est plus guère écrit après le 1er siècle avant notre ère, et donc on l'écrit quasiment pas. La fin de l'indépendance étrusque, leur dernier cité libre, c'est Volsini, donc Orvieto. Elle est prise par les Romains en 264, et pendant les 7 siècles, on ne connaîtra que 3000 inscriptions latines par rapport à 11 000 inscriptions étrusques. Même durée, 11 000 contre 3 000, il n'y a pas photo. Un dernier chiffre révélateur, c'est qu'au 7e siècle, on a 100 inscriptions étrusques, qui sont surtout des textes de propriété qui traduisent parfois le don entre aristocrates. Voilà. Donc l'étrusque, lui, est écrit en alphabet grec, donc on le lit avec pas trop de difficulté, mais la langue elle-même, elle n'est pas toujours comprise, encore aujourd'hui, même si on a des inscriptions qui ont été traduites. Pourquoi les Étrusques ont emprunté l'alphabet au grec? C'est parce qu'ils étaient en contact, déjà au 7e siècle, avec des colons. Les premiers colons, ils sont venus de l'île d'Eubée. Donc c'est des Grecs qui s'installent dans les îles Pithekus, c'est-à-dire Ischia, en face de Naples. Ils s'y installent, ces Grecs, en 760 avant Jésus-Christ, et un peu plus tard, ils fonderont la colonie de Cume, au nord du golfe
Naples. Donc c'est pour ça qu'on peut dire ce qu'on veut, que les Étrusques sont peut-être supérieurs ou inférieurs aux Grecs. L'idée n'est pas là, c'est qu'ils étaient en contact. C'est pour ça que ça leur a bien aidé pour faire un alphabet. Donc la maîtrise de l'écriture, c'est à l'origine un signe de statut aristocratique. Donc la plupart des abécédaires, on les a retrouvés sur des matériaux précieux comme l'ivoire. Et on a également, grâce aux inscriptions, trouvé l'important, souligné le rôle important des femmes étrusques dans l'adoption de l'écriture. On a trouvé des textes étrusques sur des objets en terre cuite ou des bobines qui sont liées à la pratique du tissage. Alors, vous savez bien que la femme, elle fait de la tapisserie, voilà. C'est donc lié à la sphère féminine. On ne va pas insister sur cette histoire de rapport entre texte, textile et femme, mais enfin, c'est quand même, une fois de plus, pour les Étrusques, la position privilégiée de la femme. Et c'est ça, bien sûr, que nous, on a retenu, évidemment. Donc, la langue étrusque aujourd'hui n'appartient pas aux langues indo-européennes. C'est une langue agglutinante, c'est-à-dire qu'on ajoute toujours des choses après. Par exemple, je vais vous retrouver un exemple, le mot étrusque clan veut dire fils. Et quand on veut dire au fils, on dit clensi. Vous voyez, on ajoute après. Les fils, c'est clenhar. Au fils se dira clenharasi. Et ça, on le retrouve avec le turc, voilà, qui est une langue également qui n'est pas indo-européenne. Donc, on rajoute toujours à la fin, Oda, c'est la chambre, Odalisk, Odaluk, c'est les meubles, et Odalisk, c'est la fille qui est dans la chambre. Ça vient de là. En attendant de découvrir une pierre de Rosette, il aurait fallu qu'on trouve une pierre de Rosette, on ne l'a pas trouvée, et ils ont trouvé les lames, alors je reviens en arrière, ce sont les lamelles d'or de Pyrgi, qui ont été trouvées dans les années 60. Ce sont des textes phéniciens et étrusques qui sont parallèles, mais qui ne sont pas pour autant identiques. On a constaté aussi que les Étrusques avaient le nom et le prénom, alors que les Grecs ne l'ont pas, ça c'est la différence si vous voulez. Donc nom, prénom, avec les Romains on aura même le surnom, mais ils avaient donc deux noms, nom et prénom. Et surtout qu'on avait des noms qui venaient du père, mais que les noms de famille de la mère comptaient. Alors ça, c'est un privilège exorbitant. Les Romains, ils ne savent même pas ce que c'est. Les filles portent toujours le nom du père avant de porter celui du mari. Et donc, le matronyme avait une importance officielle, donc statut privilégié. La femme avait aussi un prénom que ne possédait pas la femme romaine, un prénom à elle. Elle s'appelle Ramta, Tana, Tanakil, qui est assez connu. Alors, de la table de Cordone, là, on a retrouvé une belle inscription en bronze qui a été mise à jour. On a 206 mots et c'est le 3e texte étrusque par la longueur. On ne sait pas trop, mais on pense que c'est un contrat. C'est des textes, bon, c'est pas de la littérature, c'est un contrat portant sur la vente de terres située autour du lac Trasimène. Mais voilà, on a un autre objet qui est assez extraordinaire, c'est une momie de Zagreb, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Alors, au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, c'était comme un livre de lin. Le texte a été écrit à l'encre noire sur du lin de 30 cm de hauteur et 14 mètres de longueur. Donc, c'est un très long texte qui a été découpé en bandelettes pour entourer une momie égyptienne. Alors, pourquoi tout ça? Alors, c'est une femme qui s'appelle Nessi Ensou. C'est l'épouse d'un tailleur égyptien. Elle est originaire de Thèbes. Et elle se fait momifier peu avant l'ère chrétienne. Mais voilà, les tissus, c'était cher, vous savez. Donc, on ne pouvait pas toujours envelopper les dépouilles dans du tissu. Alors, on remplaçait par les tissus, enfin, les livres. Donc c'est comme ça que notre momie, elle a été entourée par un texte. Au milieu du 19e siècle, on a un certain Mihajo Barik, un sous-officier croate. C'est vraiment extraordinaire ça. Il appartenait à la chancellerie royale hongroise, en plus à l'époque hongroise. Il s'embarque pour un voyage à travers le monde. Il va en Égypte, à Alexandrie, il achète un sarcophage qui contenait une femme momifiée. Et il va l'exposer chez lui jusqu'à sa mort. Quand il meurt, lui aussi, il va rejoindre la momie. Donc son frère, il a un frère qui lui était prêtre de Slavonie, qui va hériter du paquet.
Mais lui ne s'intéresse pas du tout à cette histoire. Il va le léguer à l'Institut d'État de Croatie, Slavonie, Dalmatie de Zagreb, qui deviendra par la suite le musée archéologique de Zagreb. C'est à l'époque où il y avait toutes ces principautés. Alors, bien sûr, à Zagreb, on est en 1891, ils ont pensé que c'était une momie égyptienne, tout simplement. Mais il va falloir qu'un certain Jacob Kral, spécialiste du copte, donc la dernière langue écriture égyptienne, va comprendre, lui, que pas du tout. Le texte était en étrusque. C'était une langue donc parlée en Italie, et donc du coup notre momie s'appelle le livre de l'Inde de Zagreb, et c'est le plus grand fragment étrusque qu'on avait jamais retrouvé. Il s'agit d'un calendrier religieux. Et donc certainement, parce que qu'est-ce qu'elle faisait en Égypte? C'est que le gars il voyageait, l'aruspice étrusque, là il avait pris son mode d'emploi, c'est-à-dire son livre d'heures, dans son voyage en Égypte, et jamais on aurait pu imaginer qu'elle finirait à Zagreb. Voilà. Mais n'empêche que pour les étruscologues, c'est quand même quelque chose d'important. Et autre curiosité, les nombres, ça se fait par soustraction. On ne dit pas 26, mais 4 ôté de 30. Quoi faire simple. Alors, ce que nous, on connaît le plus, bien sûr, c'est la religion. Donc, on appelle la discipline étrusque. C'est les Romains, toute la religion romaine est basée à 90% sur la religion étrusque. C'est une religion de livres. On avait plusieurs livres et on dit aujourd'hui encore que les livres étrusques, c'était le dernier rempart du paganisme romain contre le christianisme triomphant. Alors que même si la civilisation elle était perdue coréenne, corébienne depuis le début de l'Empire, cette doctrine qu'on appelle la discipline étrusque, elle s'intéressait à la fondation des villes aussi, pas uniquement à deviner l'avenir, et c'est grâce à cette discipline que les Étrusques ont quand même un petit peu survécu. Et nous savons qu'il y a eu donc des études de fait, et il y avait un prêtre, un augure, donc qui est celui qui est chargé d'interpréter les signes, afin d'enterrer les présages. On se servait de lui avant de délimiter une future cité. Donc il se plaçait sur le point le plus élevé, qu'on appelle l'Auguraculum, et il prenait la mesure du ciel propice. Voilà. Il projetait ensuite sur la terre la cité idéale, et on a trouvé ça sur une acropole de Marzabotto qui possède 2 terrasses. Donc si vous voulez, les archéologues encore aujourd'hui, ils ont retrouvé par-ci par-là quand même les emplacements de cette construction de ville qui était très très importante. Il fallait absolument qu'il y ait une acropole pour que la cité qu'on pouvait voir la cité d'en haut. Toute la cité devait être vue en contrebas et l'augure ne pouvait que se trouver là. Donc ils ont retrouvé des pierres de fondation et ça a quand même pas mal aidé. Mais la religion étrusque aussi, c'est les autels, les temples, qui ont un petit caractère originaux par rapport à leurs homologues grecs. On en a retrouvé un petit peu à Orvieto, mais les plus célèbres, ce sont bien sûr, comme ce qui nous reste là, ce sont les fameux chevaux de Tarquinia. Duras, c'est Marguerite Duras. Le fronton était décoré par cette plaque en terre cuite. Ils sont tout petits, ces chevaux de Tarquinia, qui viennent et le livre Les chevaux de Tarquinia a été écrit en 1953. Alors, les cités étrusques avaient plusieurs. Voilà, ça vous donne une idée comment pouvait un temple étrusque avec vraiment un très très riche décor. On sait que elles pouvaient être grandes. Il y a eu des villes qui avaient que 30 hectares, mais d'autres qui en avaient 200. D'après les nécropoles, on estime la population moyenne comprise entre 20 000 et 40 000 habitants, donc c'est des grands chiffres ça, quand même pour l'Antiquité, c'est donc des villes étrusque comparable aux cités grecques. Elle est incomplète, parce qu'il faut bien comprendre que tout ça a été recouvert par des villes contemporaines, mais on a quand même le plan de la cité était de type hippodamien, donc ça on va le retrouver un petit peu partout. Mais l'hippodamien de Milète, c'est vrai, ça vient de là, le nom hippodamos, mais les Romains vont s'inspirer pour les camps militaires et pour nos villes romaines et nos villes à nous aussi. Les trottoirs étaient très larges. Ils permettaient aux marchands d'y installer leurs étals. La chaussée était toujours constituée de couches superposées de cailloutis. Il y avait un égout recouvert ou à ciel ouvert.
Donc on a retrouvé aussi des maisons domestiques construites autour d'une cour centrale pourvues d'un impluvium, autrement dit l'ancêtre de l'atrium romain. Donc ça c'est des preuves, hein, c'est pas qu'on veut dire que tout vient des Étrusques, mais il leur doit vraiment beaucoup de choses. Et alors ils avaient une grande maîtrise de l'hydraulique et Rome leur doit l'assèchement des marais, hein, où va s'élever plus tard le forum et le cloaca maxima. Les sols étaient assez imperméables, hein, dans la campagne de l'Étrurie centrale, donc ils les avaient percés de puits verticaux. Ça, on en a retrouvé reliés à des canaux souterrains qui allaient se déverser dans des rivières voisines. Donc ces travaux étrusques ont contribué à résorber la malaria qui va réapparaître au XIXe siècle, faute d'entretien du système hydraulique étrusque. Et il faudra attendre les années 30, hein, pour que le Duce, hein, refasse travaille de nouveau à maîtriser la malaria. Alors c'est une société très hiérarchique, hein. On voit bien que l'Apollon, on en a parlé ce printemps, vous voyez que l'Apollon dans la version étrusque il est quand même un peu différent, hein. Dans ces cités, la filiation était à partir toujours d'un ancêtre commun, hein, donc ils avaient ce nom, et ils étaient extrêmement hiérarchisés. Alors il est évident que quand on parle des Étrusques, on ne connaît que l'aristocratie, parce qu'on n'a retrouvé que leur tombe, hein. Ils avaient une sorte de caste d'affranchis. Enfin, ils avaient des personnages qu'on appelle des lotni, une couche de la population qui avait un statut proche des affranchis, qui rappelle donc les libertis romains. Dans les campagnes, c'était une économie de subsistance, donc la société était beaucoup moins hiérarchisée. Mais il y avait quand même des petits seigneurs. Et on verra que l'aristocratie va sortir uniquement avec l'essor des cultures d'exportation. C'est donc ce que je voulais vous dire. C'est le commerce international, c'est-à-dire le vin et l'huile d'olive, qui va faire naître une aristocratie. Alors nous, on a quand même cette image de femme, elle est quand même formidable, celle-là, hein, c'est une bonne vivante, hein. On sait que la femme étrusque levait bien le coude, c'est les Romains qui disaient ça, mais vu ce qu'on a retrouvé, ça devait être vrai. Elle avait très mauvaise réputation, hein. Déjà, les historiens grecs du IVe siècle avant Jésus-Christ ne disaient que du mal de la femme étrusque parce qu'elle sortait. Ah bah oui, ça évidemment, avec les femmes grecques, elles ne risquaient pas de sortir, hein. Elle sortait, mais il fallait bien qu'elle respire un peu, donc elle a mauvaise réputation, et puis surtout, elle faisait le banquet avec les gars. Vous comprenez, elle n'était pas reléguée à la cuisine, hein. Elle pouvait banqueter, et on en a des preuves avec ces représentations, certes funéraires, mais qui nous laissent bien augurer de leur bon appétit. Et les enfants étaient élevés en commun. Bon, alors, du coup, ils ont parlé d'échangisme. Ça, c'est peut-être un peu aventureux. Alors, mais on va pas parler de matriarcat, il faut pas rêver, hein, parce que on a trouvé des tombes, bien sûr, mais quand même avec des femmes, mais quand même, c'est pas du matriarcat. La femme romaine, pour les Romains, Tanaquil, c'était une reine étrusque. Tanaquil, c'est celle qui faisait les rois. C'était elle qui tirait les ficelles. Ça, c'est dans l'histoire des Romains, leur vision très péjorative des Étrusques. Pourquoi les Étrusques sont pas bien, pourquoi nous, les Romains, on est mieux, c'est pas à cause de leurs femmes qui tenaient pas leur rang. Certains, voilà, alors on les clouait. Enfin, vous voyez, c'est des décors, on met ça sur les frontons, hein, des temples, et donc on a retrouvé pas mal de têtes comme ça de femmes étrusques, toujours souriantes, hein. Je vous ai pas mis le célèbre couple, parce que vous le connaissez par cœur, là, le fameux couple qui est au musée de la Villa Giulia à Rome, mais là, vous avez, ceux-là, ils sont extraordinaires, non ? Hein, le réalisme aussi. Donc, Eurgon, le pape français de l'étruscologie, a écrit « Dans la société étrusque, le pater familias faisait la loi, mais la mater familias avait son mot à dire, et pour lui, c'était souvent le dernier. » Ça n'engage que lui. Alors, on discute encore aujourd'hui de l'origine, de la langue, de l'art de ce peuple. On voit bien que ce peuple a été influencé par ses voisins. On a même parfois parlé d'art périphérique, ce qui est quand même très exagéré, mais même s'il a des influences, il a un style très personnel. On a parlé d'une oligarchie qui est assez puissante économiquement, qui a suscité donc une production artistique
qui pouvait satisfaire les besoins de luxe, hein, et l'orgueil et surtout de caste après la mort. Bon, ce qui est quand même assez fascinant, si vous voulez, c'est que nous, on n'a que des objets quasiment funéraires, mais qui montrent qu'ils voulaient garder après la mort leur même style de vie. Et là, il se rapproche un peu des Égyptiens quand même, hein, qui voulaient garder un certain confort. Laurence, en 1927, va écrire dans ses Promenades étrusques, voilà ce qu'il nous disait. Les Grecs cherchaient à produire une émotion artistique. Le gothique a impressionné l'esprit, mais non pas les Étrusques. Les Étrusques, impression de liberté, de joie, de plénitude, de la vie. La mort, pour eux, n'est qu'un aimable prolongement de la vie, avec des bijoux, du vin, des flûtes, pour accompagner la danse. Et je pense que c'est bien vu. Rome doit beaucoup aux Étrusques, la religion, l'urbanisme, l'architecture des temples, des maisons, la maîtrise de l'irrigation, les égouts, le théâtre, hein, oublions pas le théâtre, le jeu de l'acteur, tout ça, persona, le mot persona, qui veut dire masse, vient de l'étrusque persou. Donc vous voyez, tout ça, on leur doit à ces Étrusques, donc ils leur doivent vraiment beaucoup de choses. Et le théâtre, c'est déjà pas mal. Et puis surtout, donc, une vision de la femme, hein, qui me paraît quand même plus intéressante, en tout cas plus égale, une forme de parité. Hein, pourquoi ? Parce que la femme, elle est visible dans les banquets. Et on terminera là-dessus. Vous voyez, ça c'est encore un décor funéraire. Hein, et Stendhal a dit, ce peuple visiblement avait l'art d'être heureux. Donc, au moins, il préférait faire l'amour que la guerre, et ça, c'est pas plus mal. Et je vous laisse réfléchir là-dessus. À bientôt. J'avais oublié le charme, j'avais oublié le charme des femmes étrusques. Et en plus, il y a une certaine nostalgie, c'est vraiment magnifique. Hein. Et regardez, vous voyez, quand je vous dis qu'il préférait faire l'amour que la guerre, vous avez déjà vu ce Mars comme ça quand même, hein? Il manque un peu de virilité, hein, celui-là. Et voilà. Allez, que la fête continue. Ils sont charmants. À bientôt. Ouais. Ça existe encore, c'est près de Naples. C'est UMS. Ah oui, les têtes. Bullshit, c'est la ville. C'est la ville. Ah, d'accord, voilà. Bon. Et puis, vous avez cité un prénom de femme. L'Anakil. C'est le plus connu. Voilà, parce qu'elle est citée par les Romains. Alors, je ne sais pas si elle a existé vraiment, mais c'est Tite qui en parle. Mais c'est ce qui... Comme ça s'écrit.